Voilà, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on aura notre dernière séance de module service et administration réseau. Ok, donc notre module il s'étale seulement sur 7 semaines. Voilà. Donc on a commencé réellement par des services un peu basiques, hein, des services qui sont utilisés réellement par des simples utilisateurs. Donc on a vu le service de navigation sur Internet, qui est le service web. On a vu le service de messagerie qui nous permet d'échanger des emails. Ok. Voilà, le service de résolution de nom, puisque c'est un service très critique, il nous permet de faire les correspondances entre les noms de domaine et les adresses IP. Voilà, donc y compris le service d'attribution dynamique de la configuration d'IP, ce qui est le serveur DHCP qu'on a vu durant la première séance. Et donc, ce sont des services qui sont principalement des services basiques. Okay. Voilà, en tant que simple utilisateur, nous sommes en train de consommer ces types de services. Voilà. Donc, la dernière séance, on a vu un service un peu différent par rapport aux autres, ce qui est un service qui est utilisé de façon générale au niveau des entreprises. Donc, il nous permet vraiment de faire, superviser, de surveiller en temps réel toute l'infrastructure. Okay. Donc, l'objectif, c'est s'assurer du bon fonctionnement de l'infrastructure réseau, s'assurer du bon fonctionnement, c'est-à-dire assurer la disponibilité réellement de toute l'infrastructure, quel que soit en termes des équipements d'interconnexion ou bien en termes des applications qui tournent, des services qui sont là. OK? Voilà, donc il y a réellement l'objectif d'implémenter un service de supervision. Et l'objectif, c'est quoi? C'est réellement assurer le bon fonctionnement de toute l'infrastructure. Okay. En tant que simple utilisateur, on n'a pas besoin d'utiliser ce type de service. Pourquoi? Puisque on peut réellement vérifier, dépanner quels que soient les problèmes techniques, les problèmes hardware, les problèmes software au niveau d'une autre machine. Pourquoi? Puisqu'on utilise seulement une seule machine. À la limite, on utilise deux équipements. Il y a notre ordinateur et par exemple notre routeur qui est là au niveau principalement qui est chez nous. OK. Voilà. Par contre, pour un administrateur réseau, par exemple, on peut prendre l'administrateur de Esprit. Il a besoin de quoi? Il a besoin de vérifier tous les équipements d'interconnexion au niveau des différents départements, ok, quel que soit le bloc A, le bloc B, C, D, E, F, G, H, etc. Ok, il a besoin de vérifier les services qui sont là, qui fonctionnent. Ok, donc notre service web, le service de messagerie, le service de résolution de nom, le service DHCP. OK, donc il a besoin de vérifier ses équipements, quelle que soit la partie hard et la partie soft. Il a besoin de vérifier la connectivité, la configuration, OK, les numéros de port, la partie sécurité, c'est-à-dire il a besoin de vérifier les firewalls. Donc c'est impossible de faire ça de façon manuelle, de façon statique. Il ne peut pas principalement se déplacer pour vérifier le fonctionnement. Donc qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin réellement d'un service, OK, qui s'appelle le service de supervision, qui nous permet d'avoir principalement de superviser en temps réel, de surveiller en temps réel toute l'infrastructure réseau. OK. Voilà, donc pour cela, on utilise réellement un protocole qui s'appelle le protocole SNMP, Simple Network Monitoring Protocol. OK. Donc c'est le protocole réellement qui nous permet de vérifier, OK, de superviser en temps réel l'infrastructure, quelle que soit la partie physique, la partie système ou bien la partie service. OK? Voilà. Donc, l'ISO, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réellement définir 5 périmètres d'action pour notre service de supervision. OK? C'est-à-dire chaque service de supervision, où réellement, finalement, on peut avoir quoi? Une interface d'administration. Je connais finalement dashboard. OK? Dans laquelle on va vérifier en temps réel la configuration, les pannes, la partie performance, la partie sécurité, la partie configuration. OK? Voilà. Donc, l'ISO, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réellement défini 5 périmètres d'action. OK? Quels sont les 5 périmètres d'action? Réellement, on a défini toutes les fonctionnalités de notre serveur de supervision. OK? Donc, on a commencé par la première fonctionnalité qui est ce qu'on appelle le fault management. C'est quoi le fault management en français? C'est la gestion de quoi? Fault management pour dire, c'est la gestion Les des erreurs. pannes, des erreurs, Ouais. oui, des anomalies, très bien, Béhé. C'est la gestion réellement des pannes, ok? Ou bien la gestion des fautes, ok? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est détecter, localiser, ok, les erreurs.
localiser les pannes, localiser les anomalies. OK? Donc ici, on va localiser, par exemple, on a un problème au niveau d'un serveur web. Enfin, par exemple, le serveur web, il est en panne. OK? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des notifications par l'administrateur. OK? Donc, gestion des anomalies, elle nous permet de détecter réellement et de localiser réellement le problème. OK? Voilà. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de corriger le problème, c'est-à-dire nous permettre de faire le rétablissement de service. OK? Voilà, et tout ça, il est fait de façon automatisée, c'est-à-dire sans principalement l'intervention de l'administrateur. Donc, c'est-à-dire le système interne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter réellement des scripts automatisés. Par exemple, il va exécuter la commande service HTTPD restart, service HTTPD, par exemple, reload. Il va vérifier la configuration, OK, de façon automatisée. OK? Voilà, et je m'en ai à la gestion des pannes, ou bien ce qu'on appelle le fault management. Le fault management, c'est une fonctionnalité définie par le concept de supervision qui nous permet de détecter, localiser et corriger les problèmes de façon principalement automatisée. OK? Voilà. Deuxième périmètre, c'est quoi? C'est configuration management. C'est pour dire quoi, configuration management? C'est la gestion des configurations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va vérifier, qu'est-ce qu'on va configurer, qu'est-ce qu'on va superviser réellement. Hmm? L'objectif. Les agents. Les agents, oui, principalement, on utilise l'architecture client-serveur. Donc, l'agent interne, c'est quoi? C'est le serveur qui nous permet de collecter les données. Puis, il va envoyer les données et demain, l'application de supervision, il y a dans notre cas, c'est l'application installée côté client. Par contre, il y a la gestion des configurations, c'est-à-dire à partir de cette interface, je vais vérifier seulement les fichiers de configuration. OK? Donc, on a fait dashboard fonctionnalité gestion des configurations, la management configuration, qui me permet réellement de contrôler les différents objets du réseau, c'est-à-dire contrôler, c'est-à-dire vérifier les fichiers de configuration. Il nous permet réellement de collecter des informations concernant la configuration, de sauvegarder l'historique de configuration. Okay? Donc, au niveau de cette interface, on peut avoir la centralisation de tous les fichiers de configuration qui sont là au niveau de l'infrastructure. Donc, contrôle configuration, contrôle le fichier de configuration httpd.com, contrôle named.com, contrôle par exemple EXCFGETH0, contrôle l'index principalement. Ce sont les fichiers qui me permettent réellement de configurer des serveurs. OK? Voilà, donc à travers cette interface, je vais contrôler seulement les fichiers de configuration. OK? C'est clair? Troisième fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle le accounting management. Je m'en ai accounting management. C'est la gestion de quoi? C'est la gestion de, Des utilisateurs. bon, qui nous coule accounting. Accounting, c'est la gestion de tout ce qui est comptabilité. OK? C'est-à-dire, on y gestion des utilisateurs principalement, gestion des comptes, mais réellement, l'objectif, c'est de connaître réellement les charges des objets. OK? Donc, c'est de connaître le coût de communication, OK, par utilisateur. OK? Voilà. Donc, l'objectif, c'est de calculer, OK, de fixer principalement les coûts de communication. De façon générale, cette fonctionnalité elle est utilisée pour faire le billing, pour faire une facturation, ok, surtout lorsqu'on utilise la facturation en fonction de l'utilisation. Ok, par exemple, est-ce que vous avez eu l'expérience de se connecter à travers la portail captif à Esprit? C'est-à-dire pour se connecter au réseau d'Esprit, on a besoin de passer par une étape d'authentification. Est-ce que vous avez eu cette expérience? Le fait de passer par une portail captif? Ah oui, Oui ou non? لازم Elle est تكون traditionnelle. étudiant من l'esprit باش تكونكتي. Très bien. L'objectif ici, c'est principalement de contrôler l'accès. C'est un contrôle d'accès. Pourquoi? Seulement les utilisateurs qui possèdent leurs paramètres d'authentification, ils ont le droit de se connecter. Donc, c'est un moyen de contrôle d'accès. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à travers cette interface? On peut contrôler les utilisateurs. OK? Donc, à travers, par exemple, le portail captif, est-ce que vous pouvez se connecter à travers plusieurs équipements qui se connectent sur le portail? Bon, Est-ce que tu peux l'accès est te limité à un connecter seul à une seule. équipement. Voilà, une seule session, c'est-à-dire on utilise seulement un seul équipement. Pourquoi? L'objectif, c'est de réduire le nombre d'équipements connectés sur le réseau.
ok, pour avoir une consommation fiable entre tous les utilisateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut même faire des quotas d'utilisation. Ok, donc l'administrateur, il peut, par exemple, fixer, ok, de façon temporaire, bien sûr, des quotas d'utilisation. C'est-à-dire, par exemple, chaque jour, un étudiant, il ne peut pas, par exemple, dépasser le 3 gigas par jour. Ok, s'il dépasse, qu'est-ce qu'il va faire l'administrateur? Il va arrêter ou bien bloquer cet utilisateur. OK? Donc, eh bien, c'est de façon générale, la gestion de comptabilité ou bien accounting management, elle est utilisée de façon générale, même dans les aéroports ou bien dans les grandes surfaces. Par exemple, les grandes surfaces, à l'aéroport, tu peux réellement te connecter pour 10 ou à la 15 minutes de façon gratuite. OK? Puis, il commence la facturation selon l'utilisation des ressources. OK? Voilà. Donc, EDEA, c'est principalement ce qu'on appelle la gestion de la comptabilité qui est définie par qui? Qui est définie par le service de supervision. OK? Donc, EDEA, c'est une fonctionnalité offerte réellement par le service de supervision. Le fait de connaître charge de chaque objet qui est au niveau de l'infrastructure, de calculer le coût de communication par utilisateur ou par objet. Et même, on peut faire des quotas, des limites de consommation, ok? Et implémenter des solutions de billing, de facturation. Bien sûr, ici, la facturation, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur l'utilisation des ressources. Ok? C'est clair? Est-ce que vous avez des questions concernant le fault management, configuration management ou accounting management? C'est clair? Okay. نمشي quatrième périmètre. Le quatrième périmètre, c'est quoi? C'est performance management. Le performance management, c'est pour dire la gestion des performances. C'est-à-dire la gestion des performances. À votre avis, qu'est-ce qu'on va vérifier? Qu'est-ce qu'on va superviser? Qu'est-ce qu'on va collecter réellement en tant que La des données? consommation des ressources. La consommation des قديش ressources. C'est processeur قديش RAM قديش. très bien. C'est-à-dire, on a besoin de calculer, voilà, de collecter les données qui concernent principalement les performances de réseau. On réellement, pour calculer, voilà, pour évaluer réellement, pour faire l'évaluation du réseau, on se base sur 4 paramètres. Et les 4 paramètres, les 4 critères de performance au niveau d'un réseau. C'est toujours le débit. OK, on a besoin de calculer le débit. OK, on a besoin de savoir le temps de réponse par serveur. OK, donc c'est-à-dire mon serveur web, il prend combien de temps pour traiter ses requêtes? Mon serveur DNS, il prend combien de temps? Le serveur d'application, il prend combien de temps? OK, voilà. Donc, le premier critère, c'est toujours le débit, le temps de réponse. OK, et ce qu'on appelle le temps de disponibilité. OK, donc c'est-à-dire la disponibilité des équipements, la disponibilité des serveurs, la disponibilité des bases de données. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le temps de disponibilité? OK, voilà. Donc, on a besoin de calculer le taux d'erreur par bit, c'est-à-dire au niveau de transmission. OK, donc les erreurs principalement de transmission. OK, voilà. Donc, et donc, ce sont les 4 critères ou bien les 4 paramètres qui nous permettent de faire l'évaluation d'un réseau. OK, donc, pourquoi on a besoin de faire l'évaluation? C'est pourquoi? Pour corriger là, les failles ou bien pour corriger réellement les problèmes. OK? Donc, on est principalement au niveau de gestion des performances, on va avoir au niveau de cette interface des dashboards, OK? Des chartes. OK? Des chartes. Et donc, il nous permet de collecter les données, OK? Faire des statistiques, OK? Pour principalement aboutir finalement à l'établissement d'un tableau de bord. OK? Donc, les informations qui sont là au niveau de notre tableau de bord, il nous permet de planifier okay, les évolutions du réseau. Est-ce qu'on a besoin d'augmenter, comme il a dit Bahé, est-ce qu'on a besoin d'augmenter réellement les ressources physiques de notre serveur web? C'est-à-dire augmenter le charge de processeur, augmenter la RAM, augmenter le support de stockage. Est-ce qu'on a besoin de changer d'infrastructure? Est-ce qu'on a besoin, par exemple, de faire la migration chez un cloud provider? Okay, donc tout ça, il est géré par le serveur de supervision qui nous permet réellement de collecter, de faire des statistiques okay, selon les performances de notre réseau. Okay, voilà, donc une gestion des performances, c'est-à-dire on a besoin
de réellement de collecter, de faire des statistiques par rapport les paramètres de performance d'une infrastructure. Okay. L'objectif final, c'est faire principalement l'évaluation, okay, de toute l'infrastructure. Est-ce que notre infrastructure elle est fiable? Est-ce que la bande passante elle est efficace? Principalement, est-ce que le débit il est là? Donc oui, l'objectif c'est principalement faire l'évaluation, okay, et planifier réellement des évolutions au niveau de l'infrastructure. OK. Voilà, dernier périmètre, c'est quoi? C'est la gestion des... De quoi? La gestion des fault management, c'est pour la gestion des pannes. Configuration management, pour gérer réellement les fichiers de configuration, pour sauvegarder, pour avoir des copies par rapport aux fichiers de configuration, pour vérifier principalement la configuration au niveau de tous les équipements qui sont là, au niveau de l'infrastructure. OK. Gestion accounting management, c'est pour gérer réellement la comptabilité, c'est-à-dire connaître la charge, calculer le coût de communication, etc. OK. Voilà, donc gestion de performance, c'est pour faire l'évaluation de toute l'infrastructure. OK. Et finalement, on a ce qu'on appelle la security management, c'est-à-dire la security management. C'est la gestion de la sécurité. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce qu'on va collecter des données de configuration? Est-ce qu'on va collecter des données qui concernent les performances? On va collecter des données qui concernent la sécurité. OK? Donc, l'objectif ici, c'est principalement collecter les données à partir des solutions de sécurité qui sont là au niveau de l'infrastructure. Qui sont les solutions de sécurité? On colle par exemple les firewalls, on colle les EDS, Intrusion Detection System, on colle les antivirus, les Intrusion Prevention System. OK? Donc, tout ça, ce sont des solutions de sécurité. Les VPN, les RAND, OK? Ils collent contrôler, c'est-à-dire contrôler la communication, contrôler le chiffrement, okay, contrôler les fonctions de hachage, contrôler tous les politiques de sécurité, c'est-à-dire les règles de filtrage. On a besoin de quoi? On a besoin de tracer principalement les utilisateurs. On a besoin de tracer, de trouver réellement les vulnérabilités. Donc, comme si je suis en train de faire audit. Est-ce que vous connaissez le mot audit? C'est quoi l'audit? C'est comme si nous sommes en train de كيما vérifier. اللوج معناتها Voilà, وي les logs. فيريفي شنو صار في الهيستوريك معناتها. Et voilà, donc par exemple, au niveau des fichiers log d'un serveur web, on a détecté des failles. OK, on a détecté que notre serveur web, par exemple, on a eu un problème au niveau du serveur web pendant 3 secondes. OK, donc on va réellement collecter les données de sécurité, collecter les logs, collecter réellement les règles de filtrage au niveau du firewall pour tracer. Est-ce qu'il s'agit bien d'une attaque réseau, okay, une attaque d'arrêt, par exemple de deny of service? Est-ce qu'il y a une attaque d'usurpation d'identité? Est-ce qu'il y a une attaque de ménage, les attaques réseau? Je crois que vous avez eu réellement, vous avez vu les attaques réseau, qui sont attaque DOS, c'est-à-dire l'objectif, c'est rendre le service indisponible, attaque qui touche la confidentialité, c'est-à-dire voler des informations confidentielles, par exemple la liste des utilisateurs, les données qui concernent, par exemple, l'authentification, etc. OK? Voilà, donc on est un audit interne, c'est-à-dire je suis en train de trouver les vulnérabilités et l'objectif c'est quoi? C'est principalement réduire les vulnérabilités, réduire les failles de sécurité, c'est-à-dire augmenter principalement la sécurité au niveau de l'entreprise. Bien sûr, on ne peut pas atteindre le 100% de sécurité. On n'a pas un système qui est 100% sécurisé. Okay, donc, mais l'objectif, oui, c'est trouver les failles et localiser principalement les vulnérabilités. OK? Voilà, donc il y a principalement les 5 périmètres d'action qui sont utilisés, voilà, qui sont définis au niveau d'un serveur de supervision. N'importe quel serveur de supervision, il possède réellement 5 interfaces. OK? Donc, on a une interface qui gère le fault management, les pannes, une interface qui gère les performances, donc les chartes par rapport aux performances ou le collecte des données par rapport aux performances. On a une interface qui gère la partie sécurité, c'est-à-dire toutes les solutions de sécurité, les attaques, le collecte des logs, etc. OK? Donc, on a réellement l'accounting management, c'est-à-dire le coût de communication par utilisateur, bien par objet, même au niveau de l'infrastructure. Et principalement, la gestion des configurations au niveau de cette interface. On va trouver les fichiers de configuration, on va trouver réellement la sauvegarde
ok, d'historique de configuration, ok, de chaque équipement. Et même l'administrateur, il peut modifier cette configuration même à distance. Ok? C'est clair, les 5 fonctionnalités? Très bien. Tout ça, elle est géré principalement par le protocole SNMP. Donc, SNMP, c'est Simple Network Management Protocol, qui nous permet réellement de quoi? D'échanger ces informations, toutes les informations qui concernent performance, sécurité, accounting, configuration, etc. Okay? Entre l'agent SNMP, l'agence qui est toujours le serveur, qui est installé sur tous les équipements à superviser, on a installé sur tous les équipements, quels que soient les équipements d'interconnexion, les ordinateurs des employés, les serveurs internes. Okay, donc, on a besoin de superviser toute l'infrastructure et principalement, on a un dashboard qui est dédié pour l'administrateur, ce qu'on appelle le NMS, le Network Management Station. Okay, donc, cette NMS, voilà, cette infrastructure, elle s'appelle le superviseur SNMP, okay, c'est une machine centrale à partir de laquelle l'opérateur interne, quel que soit l'administrateur, voilà, le technicien, il peut superviser en temps réel toute son infrastructure. Okay, il peut diagnostiquer les problèmes, il peut même intervenir en cas principalement des anomalies persistantes. Okay, voilà. Donc, en utilisant toujours, comme j'ai bien dit, le protocole SNMP. Okay, donc, le protocole SNMP, il utilise quel numéro de port? Est-ce que vous vous rappelez des numéros de port à utiliser? Donc, il utilise le port 161, bien sûr, côté serveur, lorsqu'il s'agit bien d'une communication simple, communication client-serveur. Il utilise le 162 lorsqu'il s'agit de la gestion des alertes, c'est-à-dire l'agent, il va envoyer des alertes vers le superviseur. OK? Voilà. Donc, à votre avis, ici, est-ce qu'on utilise l'UDP ou bien le TCP? Est-ce qu'on a besoin de la rapidité ou bien on a besoin de la fiabilité de la transmission de la requête ou bien des informations? Hmm. De façon Fiabilité. générale, on utilise le protocole TCP. Par contre, ici, réellement, avec le SNMP, on utilise l'UDP. Pourquoi on utilise l'UDP? On utilise l'UDP puisqu'on a besoin de, surtout, les trap messages, on a besoin d'envoyer les alertes de façon très rapide. OK? Voilà. Et bien sûr, en utilisant le protocole TCP, le protocole TCP, on a fait les accusés de réception, donc ils consomment beaucoup en termes d'infrastructure, ok, puisque le protocole SNMP, donc ce sont des requêtes à envoyer de façon, c'est-à-dire de façon périodique en temps réel. Donc ici, on utilise l'EDP réellement pour alléger la communication, pour alléger la consommation des ressources. OK? Voilà, donc de façon générale, avec le SNMP, on utilise le protocole UDP avec le port 161 s'il s'agit d'une communication client-serveur et avec le port 162 s'il s'agit bien sûr d'une communication serveur-client, c'est-à-dire le serveur, il va notifier principalement le client, voilà, l'administrateur interne, avec principalement des pannes, voilà, des problèmes, elle a ce qu'on appelle de l'indisponibilité réellement de la solution. OK? Voilà, donc commençons par la première question. Donc, Winnie, les cuisines internes. Voilà. Donc ici, en se basant principalement sur les 5 périmètres d'action, ce qui est le fault management, le configuration management, le accounting, le performance, le security management. OK? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va principalement associer chacune ces cas d'action, OK? Voilà, les actions internes à un périmètre d'action. OK? Alors, commençons par la première question. Alors, je peux y donner la première question. Alors, est-ce qu'on a des volontaires? نقرأ Alors, أنا. vas-y, hein. Déployer le serveur web d'une entreprise sur un cluster composé de 3 serveurs. Bien. Voilà, qui nous coule un cluster. C'est quoi un cluster? Un Un cluster, conteneur. un conteneur d'information. Oui, Oui. mais un cluster, c'est un ensemble des serveurs, ok, qui offrent exactement le même type de service. Ok, donc, on va déployer le serveur web MTI sur un cluster. C'est-à-dire ici, je vais dupliquer réellement la configuration. Au lieu d'avoir une seule machine qui offre ce type de service, ici, on va avoir 3 machines, ok, qui offrent exactement le même type de service, qui est le web.
OK? Donc, à votre avis, donc, il est associé à quel périmètre d'action? Donc, elle a le fait de préparer 3 machines. C'est pour faire la prévention contre les pannes Les qui vont pannes, oui. toucher. Fault Voilà, management, donc donc. très bien. C'est principalement le fault management. OK? Donc ici, lorsqu'on a un problème au niveau d'une machine, on bascule de façon dynamique vers les autres nœuds qui vont constituer notre cluster. OK? Si on a un problème au niveau de 2 machines, voilà la troisième machine. Donc, c'est-à-dire, ça, ici, elle est là pour assurer la disponibilité et pour principalement prévenir les pannes et les problèmes au niveau du serveur web. OK? Donc, ici, le fait de déployer des clusters, c'est le fait principalement de corriger les pannes. Ça entre toujours dans la gestion des pannes. Très bien. Alors, question suivante. Alors, je confirme ma part. Alors, Malik, ou bien Mohamed Khalil. Belle Non, pas Voilà. grave. Centraliser la collecte des logs générés par l'ensemble des serveurs et l'affichage des informations pertinentes sur un dashboard. Voilà. Configuration management. Houni, qu'est-ce qu'on va faire, Malek? On va collecter les logs, c'est-à-dire un fichier log. Qu'est-ce qu'il contient, le fichier log, Comment de je façon m'excuse? générale? Qu'est-ce qu'il contient réellement, un fichier log? Qu'il roule un log, les fichiers log. Des L'historique, paramètres. voilà. Ouais, oui, Par exemple, voilà, pour un serveur web, on va trouver les requêtes. OK? Donc, oui. les requêtes, les sessions, etc. Voilà. Donc, l'objectif, c'est collecter des informations pertinentes à partir des fichiers log. Quelles sont les informations pertinentes? Ce sont les informations par rapport au nombre de, par exemple, le nombre de requêtes traitées par seconde. OK? Le nombre de requêtes traitées, nombre de requêtes non traitées. OK? Le fait de calculer le temps de réponse. OK? Donc, mon serveur web, combien il prend de temps pour traiter la requête. Donc, eh bien, ça entre dans quel périmètre d'action, à votre avis? Est-ce que c'est Performance. vraiment la... Très bien, très bien. C'est le performance management. C'est-à-dire, on va collecter des données qui concernent réellement les performances. OK? On a les critères de performance sont toujours liés les temps de réponse, temps de disponibilité, débit, OK? Ou le taux d'erreur au niveau de l'émission ou la réception. OK? Voilà. Donc, le fait principalement de collecter des docs, OK, des différents serveurs, et le fait de collecter à partir de ces fichiers, on va dire les informations pertinentes, c'est principalement le fait de calculer le temps de réponse, le fait de vérifier la disponibilité des serveurs, OK, et principalement calculer quelques critères principalement de performance. OK? Donc ici, principalement, c'est le performance management. Très bien. Alors, donc, troisième question. Mohamed. Alors, Mohamed Khalid, vous êtes là? Ouais. Utiliser un portail actif Vas-y. pour contrôler l'accès au réseau d'une entreprise et mettre en place un système de quotas par utilisateur. Très, Accounting management. très bien, Khalil. Voilà, le fait d'implémenter un portail captif, c'est principalement le premier objectif, c'est de contrôler l'accès. OK? Donc, on a l'objectif, seulement les utilisateurs de cette entreprise, ils ont le droit d'utiliser les ressources de le réseau, les ressources réseau. OK? Voilà. Mais oui, qu'est-ce qu'on va faire? L'objectif, c'est de mettre en place des quotas, des limites d'utilisation. OK? Donc, on va définir principalement des limites par rapport à l'utilisation des ressources. OK? Voilà, donc c'est principalement la gestion de la comptabilité, c'est-à-dire gestion de facturation, le billing et principalement connaître la charge, OK, par objet. Très bien. Voilà. Alors, question suivante. Narro Behe. Vas-y, Behe. Utiliser des solutions VPN pour crypter toutes les communications entre le siège d'une banque et ses différentes agences. Security Très, Management. très bien. Voilà. Donc ici, tu me trouves le VPN. C'est quoi le VPN? C'est Virtual Private Network. Pourquoi on utilise de façon générale les VPN, Behe? C'est un canal virtuel. Canal virtuel, oui, c'est un canal virtuel. Et pourquoi on l'utilise de façon générale? De telle façon que Alors, البنك بركة connecté على القناة هذاك معناتها.
هي les agences نتاعها. Principalement, de façon générale, les entreprises ont deux ou trois zones. Donc, on peut dire la zone locale dans laquelle on va implémenter les utilisateurs internes. Okay? La zone DMZ dans laquelle on va implémenter les services offerts surtout les utilisateurs extérieurs. Ou les utilisateurs qui sont placés à l'extérieur. De façon générale, est-ce que la communication à partir de la zone externe elle est autorisée vers la zone interne, c'est-à-dire un utilisateur à l'extérieur. Est-ce qu'il peut se connecter vers la zone locale à travers les firewalls? Non. Non, c'est toujours sens WAN. LAN, elle est toujours bloquée. LAN, WAN, elle est autorisée, donc les utilisateurs locaux, ils peuvent se connecter à l'Internet. Par contre, les utilisateurs qui sont placés à l'extérieur, qui sont placés dans le réseau public, ils ne peuvent pas réellement se connecter vers la zone locale. Donc ici, il va poser des problèmes. Les problèmes de quel type? De problèmes que, par exemple, là, on dit une banque, il y a un siège, principalement un siège social. Okay? Dans ce siège, on va trouver réellement toutes les ressources, tous les services offerts vers les utilisateurs locaux. Okay? On a dit plusieurs agences, ou principalement au niveau de ces agences, j'ai des utilisateurs, j'ai des employés. Et ces employés, ils ont le droit d'utiliser des ressources qui sont offertes par les utilisateurs locaux qui sont placés dans le siège. Alors, donc ici, lorsqu'ils vont utiliser le réseau traditionnel, est-ce que notre firewall il va autoriser la communication de l'agence vers la banque? Donc, l'agence elle est dans le réseau WAN. Bien sûr, la banque fait réellement la zone LAN ou la zone DMZ. Donc, le firewall, il va arrêter cette communication. Un utilisateur qui est placé réellement dans les différentes agences, il ne peut pas se connecter, utiliser les ressources autorisées dans la banque. Donc aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est le même cas, par exemple, des consultants. Un consultant, okay? De façon générale, les consultants travaillent dans des entreprises, ils ont des missions à faire. Okay? Et toujours, le consultant, il a besoin de se connecter à l'intranet. Il a besoin de voir les fiches de paie. Il a besoin, par exemple, de demander des congés. Okay? Il a besoin d'avoir un accès sur les données qui sont stockées au niveau de l'entreprise. Bien sûr, Dima, puisque le consultant TNA il est placé à l'extérieur, donc il n'a pas le droit de se connecter vers la zone LAN. Toujours le firewall, il va arrêter cette communication. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin d'utiliser un tunnel crypté, un tunnel sécurisé. Donc pour cela, on utilise les VPN. Donc le VPN, il nous permet de connecter un utilisateur qui est placé à l'extérieur vers la zone locale. Okay? Cette communication, de façon générale, elle est bloquée à travers le firewall. Sauf que lorsqu'on utilise les VPN, pourquoi? Puisque le trafic, il est toujours bien crypté, ou bien sûr ici, on utilise des paramètres d'authentification un peu avancés, donc les clés, les certificats numériques, etc. OK? Voilà, donc ici, puisqu'on gère des solutions de sécurité, on gère le chiffrement, on gère les paramètres d'authentification, les clés publiques, les clés privées. Donc ici, c'est principalement, c'est quoi? C'est le fait de gérer la sécurité. Donc ici, c'est principalement le security management. OK? C'est clair? Oui. Très bien. Voilà. La dernière question, Malek. D'accord. Mesurer le taux d'utilisation du processeur, de la RAM et de l'espace de stockage d'un serveur hébergeant le système de gestion de base de données. Performance. Voilà. C'est toujours le performance management. Très bien. Voilà le fait ici, donc on dit un système de gestion de base de données où j'ai besoin de vérifier, de faire l'évaluation. Est-ce que l'infrastructure elle est fiable? Est-ce que le système il est là? Voilà, donc ici, on va réellement mesurer le taux d'utilisation du processeur, charge du pros, la RAM, l'espace de stockage au niveau du serveur. OK? Voilà, donc ici, on parle toujours de ce qu'on appelle le performance management. OK? Donc, juste ma cas d'utilisation par rapport au configuration management, mais pour la configuration management, toujours en relation avec les fichiers de configuration, c'est-à-dire on va collecter toutes les informations qui concernent la configuration. OK? Voilà. Passons maintenant à la partie pratique. Est-ce que vous avez eu des problèmes techniques lors de la réalisation de votre TP, réellement? Donc, on a la solution interne, c'est quoi? C'est la solution Nagios. Nagios, Donc, oui. Nagios,
Voilà, Nagios ici en tant qu'application installée côté client ou bien en tant qu'application installée côté serveur. On a principalement notre serveur, il s'appelle un agent SNMP. هكا ولي. Il nécessite principalement une installation sur tous les équipements d'interconnexion, sur tous les équipements à superviser. OK? Et Nagios, dans ce cas, c'est l'interface d'administration, ce qu'on appelle le Network Management Station. OK? Donc ici, Nagios, il joue le rôle réellement d'un client de supervision. OK? Voilà, donc je vais partager avec vous l'interface graphique de Nagios. Voilà. Oui, juste. Donc ici, on va vérifier l'adresse IP de la machine. Voilà, donc ici, j'utilise réellement une adresse publique. Par contre, j'ai besoin d'utiliser l'adresse ETH1. Oui. Donc, j'ai dit /etc nagios, voilà, nagios.cfg. OK, donc ici, c'est le fichier de configuration du Nagios. Donc ici, au niveau de ce fichier de configuration, donc on a besoin de modifier l'adresse IP. Voilà, donc où est le fichier de configuration? Network. Voilà, juste je cherche l'adresse réseau puisqu'on a ici déclaré une adresse réseau. Oui, le support de TP. Voilà. Sinon, est-ce que vous avez eu des problèmes lors de l'installation ou bien de la configuration? Donc, juste avant d'installer Nagios, on a besoin d'avoir un serveur web puisqu'on va avoir l'interface graphique du Nagios sur le navigateur. On a besoin d'installer le PHP puisque Nagios utilise des interfaces avec le langage PHP. OK? Donc, bien sûr, on a besoin d'installer Nagios et Nagios plugin. OK? Donc, je vais Nagios plugin. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de vérifier le ping, vérifier le disque, vérifier le nombre d'utilisateurs connectés, la charge du processeur, la charge du mémoire. OK? Donc, on a rajouté deux services, le service SSH et le service HTTP. OK? Donc, les deux, comme ce sont principalement les plugins qui nous permettent de vérifier, voilà, donc la configuration, ou elle a les fichiers de configuration, ou bien les performances et les services qui sont là au niveau de cette machine. Et revenons à la machine virtuelle interne. Donc, c'est le fichier de configuration du Nagios. Par contre, ici, j'ai besoin juste d'autoriser l'accès sur l'interface de HTTP. OK? Voilà, donc conf.d. Et voilà, nagios.conf. OK? Voilà, donc ici, j'ai besoin de déclarer voilà, l'adresse réseau. OK? Donc, il n'est normal hello from 127.0.0.1 et principalement l'adresse réseau de la machine. OK? Donc, là, j'utilise l'adresse IP, j'utilise l'adresse 192.168.48.132. Donc, oui, principalement, je dois avoir la plage des adresses IP. Donc, oui, je dois autoriser toutes les machines qui sont là au niveau de l'adresse 192.168.48.0/24. OK? Il suffit de déclarer l'adresse réseau de la machine. OK? Voilà. Donc, CTRL S, puis principalement, donc /etc/init.d, voilà, Nagios reload. OK? Voilà, pour prendre en considération les modifications faites au niveau du fichier de configuration. Voilà. 7. Bien sûr, je dois autoriser le port 161.162. Donc, pour cela, j'ai arrêté directement le service iptables. OK? Voilà. Et bien sûr, on a d'autres solutions de sécurité qui sont au niveau du noyau Linux.
Donc, on va arrêter les solutions Redoma de façon temporaire. Lorsqu'on exécute la commande setting force 0, c'est-à-dire je suis en train d'arrêter ces Linux de façon temporaire, ok, juste pour cette session. Donc, refresh. Voilà, donc normalement, قبل ما نتعدى l'interface هذيا, je dois passer par une étape d'authentification. Voilà, donc باش نعاود نحط l'adresse IP de la machine. Donc 48.132/nagios. Et c'est pour tester le web, /nagios. Et voilà. Normalement, je passe par une interface d'authentification. Juste, la session, elle est là. OK? Normalement, je passe par l'interface d'authentification de l'administrateur lié à Nagios Admin avec le mot de passe de Nagios. Voilà le map. OK? Donc ici, je suis en train de superviser deux machines à la fois. OK? Donc, on dit la machine localhost qui est là, qui est déjà connectée. On dit une autre machine qui utilise l'adresse 10.0.0.5. Le state est down puisque la machine elle est down réellement. OK? Voilà, les services. Voilà, donc au niveau de la machine locale, voilà les services que je suis en train de vérifier. Donc, je suis en train de vérifier le load, ok, donc c'est-à-dire la mémoire. Nombre d'utilisateurs connectés, voilà, donc ici, Khalifa a deux utilisateurs connectés sur cette machine, ok. Donc, le service HTTP, elle est là, donc 200, la réponse 200, puisque le service elle est bien fonctionnel. Attendez même le temps de réponse, 0,005 secondes, response time. OK. Et le ping, il est en train de vérifier le ping en temps réel. Root partition, c'est-à-dire la mémoire utilisée. OK. Par exemple, le service SSH, le state il est critical. Donc, il y a juste je vais faire service SSHD status. On va vérifier statut. Le OpenSSH daemon is stopped. Donc, on va essayer de démarrer principalement le service SSH et on va vérifier voilà, le changement d'état. OK? Donc, soit on attend, il va envoyer les requêtes SNMP de façon périodique, sinon, ni cliquer عليه ونعمل reschedule the next check of this service. OK? Donc, on y, voilà, نعمل commit, c'est-à-dire on va envoyer des requêtes SNMP de façon en temps réel. OK? Done. Et voilà, donc باش نرجع هوني للي سيرفيس نتاعي باش نلقى لي ستاتيو نتاعو تبدلت للاب. OK? C'est clair? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions concernant ça? Voilà, sinon Node 1, donc on a rajouté une nouvelle machine. Donc là, je vous montre le fichier de configuration. J'ai dit /etc principalement, Nagios, voilà, objet. Et on a les fichiers de configuration, on a les commandes, le fichier localhost, les templates. OK? Sinon, notre list server, OK? On a rajouté une machine qui s'appelle Node 01. OK? Donc, à la fin de TP, j'ai rajouté le daemon pour superviser une machine à distance. OK? Donc, au lieu, on va superviser la machine locale, je peux superviser une autre machine à distance. Donc, l'use c'est par exemple, j'utilise une machine Linux, qui est Windows, Windows, on utilise des commandes différentes. OK? Donc, le hostname elle s'appelle Node 01. OK? L'adresse IP, elle utilise l'adresse 10.0.0.5. OK? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier le ping. Par exemple, on a le ping, ma connectivité entre les deux machines, oui ou non. On va vérifier le free disk, OK? C'est-à-dire charge principalement le nombre d'utilisateurs connectés, le processeur, OK? Voilà, le current load, OK? Et j'ai rajouté deux services, par exemple, j'ai un service SMTP, OK, qui est le serveur de messagerie, et j'ai rajouté le IMAP, OK? Donc, SMTP pour l'envoi, ou le IMAP, c'est pour la réception. Donc, machine, je crois que c'est cette machine. Voilà, je vais essayer de démarrer la machine. Sinon, est-ce que vous avez des questions? C'est-à-dire l'objectif, donc, première étape, c'est vérifier la machine locale, les services qui sont fonctionnels au niveau de la machine locale, OK? Puis, on va vérifier une machine distante, OK?
Donc, on va essayer de consommer le service à distance, c'est-à-dire, je vais installer sur cette machine un agent qui s'appelle l'agent NRPE, c'est l'équivalent de l'agent SNMP. Ok, il suffit juste d'installer l'agent, il suffit juste de fixer l'adresse déclarée au niveau de fichier de configuration du Nagios. Et voilà, Nagios, il va principalement collecter les données à partir de cet agent. Ok, voilà, donc juste côté agent, j'ai besoin juste d'installer l'agent NRPE, ok, et de configurer l'adresse IP. Sinon, on n'a pas besoin ni d'installer Nagios, ni d'installer les plugins. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Oui ou non? Voilà. Voilà. Donc, avant 7x, il y avait une app FR pour avoir, puis SU- pour avoir les permissions d'un super administrateur. Voilà. Donc, if config, c'est pour vérifier l'adresse IP. Voilà, donc j'utilise l'adresse 131. Par contre, oui, j'ai déclaré, badalha, là, ici, j'ai déclaré l'adresse 10.0.0.5. Donc ici, j'ai besoin de configurer l'adresse 192, 168.48, je crois, point 132. Hakawale, 131. Voilà. CTRL S. Et bien sûr, ici, je dois redémarrer Nagios, puisque j'ai fait des configurations. Voilà. Et ici, principalement, je dois arrêter les solutions de sécurité, puisqu'on aura un échange de trafic SNMP. OK? Et ici, il a besoin de se connecter, setting force 0, puisqu'il a besoin de se connecter vers le noyau de système d'exploitation. Et bien sûr, /etc, /init.d, voilà, et principalement notre agent qui s'appelle le NRPE. OK? Voilà, restart. Voilà, donc ici, on a l'interface graphique de Nagios. OK? نمشي للماب نتاعنا نورمالمون باش نلقاو ستاتوس تبدلت لقيتوها ستاتوس نتاعنا تبدلت للاب. OK? Et principalement notre les services. Donc, il y a la machine locale. Moi, je acheté une machine locale. J'ai acheté la deuxième machine. Et il y a, voilà, donc Node 01. Voilà, je suis en train de vérifier les services. Donc, juste, je nomme le service HTTP, par exemple. HTTPD start. OK. Voilà, donc le service, il est fonctionnel. Donc, Narja Houni. Puisqu'il va prendre un peu de temps. Donc, reschedule the next check, commit, et on va vérifier le changement. Est-ce qu'on a un changement d'état, oui ou non? Bon, elle ping. Normalement, ça ping. 132. Ah, commit. Voilà. Voilà, donc elle est en cours de traitement. En cours de traitement. Voilà, le ping, elle est là. OK. C'est bon? Est-ce que vous êtes en train de voir la configuration? Voilà, par Oui, exemple, c'est Nimshi ou bon. c'est bon, Nimshi ou SMTP, par exemple, on a service. On connaît quoi la solution utilisée pour nous permettre d'envoyer les emails? C'est postfix. OK? Start. Voilà, service dovecut start. Voilà, juste schedule le next.
Voilà, juste, il va prendre un peu de temps. Could not connect the connection if used. Ok, juste, je vais vérifier. Oui, 192, 168, 48, 131. Voilà, 131. Ich config, c'est le 131. Voilà. 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 Bon, en attendant juste quelques temps, à la khater, comme un changement d'adresse IP. Voilà. Sinon, voilà, par rapport aux problèmes, on peut voir les problèmes ici, au niveau de cette interface. OK? Voilà, on peut même configurer des alertes. OK? Voilà, view host, les deux machines sont app. OK? Donc, si on a plusieurs d'autres machines, on va voir l'état en temps réel. OK? Voilà, donc Nmap.mtl, elle me permet de voir l'architecture. OK? Elle me permet de tracer réellement la connectivité entre les machines. Et voilà, principalement la consommation de ce service à distance. OK? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions concernant ce service? Hmm. C'est bon? Voilà, donc radler juste le ping. On a besoin de vérifier réellement. Voilà. Voilà, donc voilà l'objectif du service de supervision. OK? Sinon, aujourd'hui, on va voir mouche un nouveau service, mais on va voir les techniques qui nous permettent réellement d'assurer la haute disponibilité. Donc, par exemple, ici, on utilise un système de supervision afin de vérifier en temps réel, principalement, la disponibilité des solutions, la disponibilité de l'infrastructure. OK? Voilà, ce service, il nous permet de vérifier voilà, la configuration en temps réel. Mais de façon générale, on a besoin de vérifier, on a besoin d'implémenter des techniques qui nous permettent de rendre les services internes, l'infrastructure et l'architecture toujours disponibles. OK? Voilà, donc, le support de cours, il est déjà disponible sur votre Classroom. Je partage avec vous la présentation. Voilà la présentation. Alors, voilà, donc aujourd'hui, réellement, on va voir les techniques qui nous permettent d'assurer ce qu'on appelle la haute disponibilité et l'équilibrage de charge. OK? Voilà, donc réellement, le plan de présentation. Donc, on va dans les slides, voilà. Voilà, notre plan, c'est on va définir c'est quoi la haute disponibilité et c'est quoi l'équilibrage de charge et c'est quoi la différence entre les deux. OK? Donc, on va voir les solutions qui nous permettent d'assurer réellement la haute disponibilité, les solutions qui nous permettent d'assurer l'équilibrage de charge. OK? Et voilà, on va voir différence entre redondance et duplication. OK? Et finalement, voilà, on a un support de TP qui nous permet principalement d'assurer une technique par rapport à la disponibilité. OK? Voilà, donc de façon générale, l'objectif d'une entreprise, c'est de permettre, donc principalement de mettre en place des actions, okay, des paramètres techniques pour qu'on avoir toujours une infrastructure informatique qui est toujours disponible, qui est toujours en mesure de répondre aux différentes requêtes envoyées par les utilisateurs. Okay? Voilà, donc toujours, on a besoin d'avoir une infrastructure qui est toujours fiable et toujours disponible. Okay? Voilà, donc comment on va rendre cette infrastructure toujours fiable?
c'est principalement, on a besoin, comment on va assurer la continuité du service, comment on va rendre les services internes bien sûr disponibles 7 sur 7, 24 sur 24. Bien sûr, cela consiste à mettre en place des actions, principalement des techniques, ok, principalement qui nous permettent de rendre cette infrastructure toujours disponible. Ok, voilà, donc on va voir quels sont les mécanismes, quelles sont principalement les techniques, ok, ce qu'on appelle les mécanismes de haute disponibilité, ce qu'on appelle les techniques de HALB, ok, qui nous permet réellement de rendre le service ou bien l'infrastructure toujours disponible. Ok, voilà. Bien sûr, pour cela, donc, bien sûr, si on n'a pas réellement assuré les techniques et l'eau, on peut avoir une infrastructure des services, des risques, principalement des pertes de rendement, des pertes principalement des données. Ok, par exemple, pour le site d'Esprit, le site elle est toujours fonctionnel. Par contre, durant quelques périodes, principalement ce qu'on appelle les périodes critiques, surtout les périodes de délibération ou bien les périodes d'inscription. Donc, le service, comment il répond principalement? Lorsqu'on a besoin de se connecter pour voir des notes internes, alors comment il répond réellement le service? Alors, type de réponse interne, c'est de façon générale. Si principalement les sites ne sont pas fonctionnels, de façon générale, quel type d'erreur on va recevoir en tant L'erreur que 500, je pense. Très bien. Donc, de façon générale, les erreurs qui commencent avec le code 500. Pourquoi? Puisque le code 500, c'est pour dire que c'est un problème côté réellement serveur. C'est-à-dire, oui, le serveur, il a consommé réellement toutes les ressources physiques. Nous sommes dans un état d'indisponibilité. Principalement, l'indisponibilité, elle est causée à cause de la saturation de l'infrastructure, okay? Ou bien on peut avoir d'autres types de problèmes, par exemple le problème qu'il y a eu Google, okay? Donc à la fin de l'année 2020, okay? Toutes les solutions Google, quelles que soient Classroom, Calendar, Meet, Gmail, principalement, ce sont toujours indisponibles et on reçoit des réponses qui commencent par 5 pour dire là où le problème c'est principalement côté serveur. Pourquoi? Puisque oui, c'était un problème qui a touché un service d'authentification de Google. Okay? Donc, c'était réellement des problèmes qui touchent la configuration. Okay? Et pour Esprit, c'est un problème qui touche principalement la saturation des ressources. Okay? Bien sûr, ici, si on a des problèmes, donc au niveau de notre infrastructure, donc on va causer principalement l'insatisfaction des utilisateurs par rapport les applications internes. On va causer principalement, on peut avoir des problèmes par rapport à la perte des données, okay, les pertes des données, donc suite à des hardware failures, par exemple. Okay. Et bien sûr, cela toujours engendré principalement à un problème qui touche les chiffres d'affaires, principalement des entreprises. Okay. Et donc, principalement, c'est quoi la différence entre la haute disponibilité et l'équilibrage de charge? Est-ce que vous connaissez réellement la différence entre les deux? C'est quoi la haute disponibilité et c'est quoi l'équilibrage de charge? Hmm. À votre avis, la haute disponibilité, c'est quoi? Hmm. Est-ce que la haute disponibilité, c'est la redondance? Donc, il roule la haute disponibilité. C'est pour dire quoi? Hmm. L'objectif, c'est quoi? La haute disponibilité, c'est on a besoin d'avoir une infrastructure qui est toujours disponible, un service qui est toujours là, un service qui est en train de traiter les requêtes internes. OK? Donc, principalement, pour assurer cette haute disponibilité, on utilise réellement des solutions techniques. Parmi les solutions techniques internes, c'est principalement la redondance des informations, la redondance des serveurs. Okay? Par exemple, tout à l'heure, on a vu qu'un cluster de 3 machines, il nous permet d'assurer la continuité du service. Pourquoi la continuité? Puisque si on a un problème au niveau de la première machine, on bascule de façon automatique vers les autres machines. Okay? Donc, la redondance, la duplication, donc elle est là, et réellement, c'est une solution qui nous permet d'assurer toujours la haute disponibilité. Okay? Donc ici, comment on va remarquer que notre application nécessite réellement des techniques de haute disponibilité? C'est bien sûr lorsqu'on va
avoir des problèmes qui touchent l'indisponibilité, c'est-à-dire en tant que client, voilà, en tant qu'administrateur, on va avoir des réclamations, ok, concernant notre application, voilà, notre site n'est pas fonctionnel, ok, c'est-à-dire le site, il est indisponible complètement, ok. Donc, bien sûr, si on a un problème d'indisponibilité ou bien ce qu'on appelle le downtime, ok, c'est-à-dire le service, il est 100% indisponible. OK? Voilà, donc Waqta, en tant qu'administrateur, je dois implémenter les solutions qui me permettent d'assurer la haute disponibilité. Et ce sont des solutions qui me permettent réellement de réduire ce qu'on appelle l'indisponibilité, le temps d'indisponibilité, ou bien en anglais, on peut dire c'est le downtime. OK? Voilà. Par contre, l'équilibrage de charge, c'est quoi? Est-ce que l'équilibrage de charge, il est lié à la haute disponibilité? Est-ce qu'on a toujours le même type de problème? Est-ce qu'avec l'équilibrage de charge, on reçoit des requêtes ou bien on reçoit des réponses avec le code 500? Hmm? À votre avis, en tant que des clients, en tant que des utilisateurs, comment on peut détecter qu'il s'agit d'un problème d'équilibrage de charge et non pas un problème de haute disponibilité? À votre avis, Melek, Behe, Khalil. ديما 500 madame l'erreur PG. De façon générale, 500, c'est-à-dire les ressources ne sont pas disponibles. Le service, il est indisponible complètement. OK? وقتها, si le service il est indisponible, نحكي على downtime. OK? Ah, temps de On peut réponse, mais la time-out, t'as l'équilibrage de très charge. bien, voilà, fait l'équilibrage de charge. En tant que des utilisateurs, bien sûr, le site il est fonctionnel. Le site, il y a notre le réponse 500, le réponse 400, ou à la 300, ou à la 200. Non, toujours le site il est bien fonctionnel. Par contre, il prend beaucoup de temps pour traiter les requêtes. Ok, Narki principalement un service qui est un peu lent. Ok, donc ouais, et là on peut dire il est très lent. Donc il est fonctionnel, mais il prend beaucoup de temps pour traiter les requêtes. Ok, donc Warta, on peut vérifier qu'il s'agit bien d'un problème de équilibrage de charge. En tant qu'administrateur, lorsqu'on va recevoir des réclamations qui concernent que le site il est complètement indisponible. OK? وقتها réellement, باش نمشي les techniques qui me permet principalement d'assurer la haute disponibilité. Si on va recevoir des requêtes qui concernent principalement la latence et la rapidité, OK? وقتها réellement, on discute ce qu'on appelle l'équilibrage de charge. OK? L'équilibrage de charge, c'est le fait principalement de réduire le temps de réponse. Okay? L'objectif, c'est assurer la rapidité. Okay? Donc, l'objectif, on va partager les flux, on va partager les données internes sur plusieurs équipements. Okay? Donc, on va partager les requêtes entre plusieurs machines. L'objectif, c'est pourquoi? C'est pour augmenter, ou bien assurer la rapidité de l'infrastructure, c'est-à-dire on va réduire ce qu'on appelle le response time. OK? C'est clair? C'est clair la différence entre le temps de réponse et le temps de disponibilité? C'est clair la différence entre les deux? Oui, madame. Oui, très bien. Voilà. Donc, commençons par la haute disponibilité. Principalement, quand on a la disponibilité, c'est quoi? C'est une technique qui nous permet d'avoir un service continu. Ok, c'est le fait d'avoir une infrastructure qui est toujours disponible. Ok, voilà. Donc ici, principalement, quand on a la disponibilité, réellement, elle est toujours essentielle au niveau d'une infrastructure informatique. Ok, voilà. Donc en tant qu'une entreprise, on a besoin d'assurer réellement la continuité de toute l'infra. Alors, comment on va rendre l'infrastructure toujours disponible? C'est on a besoin réellement de réduire ce qu'on appelle le downtime. OK? Donc, comment on va réduire le downtime? C'est principalement réduire le downtime. Le downtime avec réellement, il nous permet de calculer principalement ou bien de classifier les data centers internes de façon générale. Donc, on peut classifié à travers l'Uptime, l'Uptime Institute. Réellement, c'est une organisation qui nous permet de classifier réellement les opérateurs, les data centers, selon un niveau de disponibilité qui varie entre le 99% et le 100%. OK? Voilà, je vais classifier les data centers de façon générale. En tant que des utilisateurs, on a besoin de contacter
quoi? On a besoin d'héberger nos solutions chez des cloud providers. هكا ولي principalement, أنا باش نمشي le cloud provider ولا باش نمشي un data center, j'ai besoin de vérifier le temps de disponibilité de l'opérateur ou bien de l'hébergeur intérieur. OK? Voilà. علاش le temps de disponibilité, ça varie principalement au niveau des contrats. OK? Qui dit un data center ou un opérateur qui offre 80, par exemple, 17% de disponibilité, شو معناها؟ معناها راهو فما 11 jours d'indisponibilité sur un an. OK? Il y a 98%, معناها فما 7 jours d'indisponibilité sur 100. OK? Donc, je suis conscient par rapport au temps de l'indisponibilité. Est-ce que l'infrastructure, principalement, elle peut, est-ce que la limité réellement, elle peut principalement être indisponible pendant 7, voilà, 11, voilà, 3 jours? Ça, principalement, ça dépend toujours le client et ça dépend toujours le type de service utilisé. OK? Voilà, donc plus le matériel, plus principalement la disponibilité. Donc, احنا كي باش نمشيو لل 99%, bien sûr 99%, c'est pour dire 3 jours, OK, de l'indisponibilité sur un an. OK? Voilà, donc plus que le taux de disponibilité elle est élevé, plus que principalement la solution interne elle est plus coûteuse. L'hébergement interne, il aura principalement un meilleur taux de disponibilité, mais principalement, on va payer plus. OK? Voilà. Donc, de façon générale, donc, qui m'a comme la classification de tiers, elle est basée réellement sur le taux de disponibilité. OK? Donc, on a réellement plusieurs critiques. OK? Voilà, plusieurs principalement problèmes qui touchent l'indisponibilité d'une infrastructure. Okay? Donc, toujours les problèmes internes sont liés réellement les problèmes qui touchent le système, okay? Le système d'exploitation, des problèmes qui touchent les applications, 16% par exemple par rapport à l'application patch installation failure. Okay? Donc, on a des erreurs de configuration à 7% et 55%, okay? Ce sont des opérations error. Okay? Ce sont des erreurs qui touchent réellement les opérations. Okay? Donc, c'est principalement, ce sont les applications, critical application, service downtime. Ce sont les causes principalement de l'indisponibilité des différents types des applications et d'infrastructures. Okay? Voilà, donc réellement dans les entreprises, on a des problèmes qui touchent des planètes downtime ou d'un planet downtime. Donc, sinon, la différence, principalement, les plans downtime, ce sont des périodes de temps où l'administrateur il va faire des mises à jour, il va principalement reconstituer par exemple la base de données, il va réimplémenter, reconfigurer des applications. OK? On a des unplanned principalement downtime. OK? Les unplanned downtime, ce sont principalement liés toujours les problèmes des opérations, comme j'ai bien dit, les problèmes au niveau des systèmes principalement d'exploitation, des problèmes qui touchent même à la sécurité. Okay? Donc, ce sont parmi les unplanned downtime. De façon générale, pour calculer le temps d'indisponibilité, on prend en considération seulement les unplanned downtime. On ne va pas prendre en considération les planètes. De façon générale, les temps d'indisponibilité planifiés, okay? Donc, dima etzir hors des erreurs, principalement des heures pic, okay? Hors des heures de travail des utilisateurs. Okay? Voilà. Donc, c'est par rapport au coût. Par exemple, on discute principalement le cost. Okay? Donc, pour des entreprises, surtout pour les opérateurs et pour les data centers. Donc, il marque à 5 secondes d'indisponibilité. Donc, on est marqué principalement à des pertes les chiffres d'affaires, ok, donc surtout pour les entreprises, quel que soit qui marque les entreprises de vente en ligne, qui m'a Amazon, qui m'a eBay, ok, ou bien les opérateurs, ou bien par exemple les fournisseurs de services, qui m'a par exemple Google, WS, etc. Donc ici, principalement, ce sont les statistiques par rapport aux chiffres d'affaires, ok. Voilà, donc comme j'ai bien dit, pour les taux de disponibilité, donc marqué principalement en disponibilité entre 99% et le 80 ou 100%, comme j'ai bien dit. Donc, bien sûr, on ne peut pas atteindre le 100%. Par contre, là où le taux éveil, il est principalement calculé par an. OK? Voilà qui m'a redonné comme la ma classification entière. Donc, le tiers 1, par exemple, il y a
taux de disponibilité qui touche 99,5%. OK? Donc, principalement, on a par an, par an, on a presque 2 jours. 2 jours d'indisponibilité par an. Et bien, il s'appelle le tiers 1. Le tiers 2, il est à 99,8%. OK? Tiers 3, c'est 99,9%. OK? Tiers 4, c'est 99,99%. OK? Et de nos jours, on a ce qu'on appelle le 6-9. OK? Le 6-9, on est à 99%,99%,99%. OK? Donc, il y a ce qu'on appelle le 4-9 après la virgule. OK? On a principalement disponibilité qui touche à 31 secondes d'indisponibilité par an. OK? Voilà, donc comment on peut calculer le downtime interne, juste après, je vais la formule, ok? La formule qui nous permet, donc la disponibilité, c'est le rapport entre the main time to the failure sur le main time between the failure, ok? Donc, il coule the main time to the failure, c'est réellement le temps moyen avant l'apparition d'une panne. OK, donc il coule le temps moyen avant l'apparition du panne, c'est-à-dire le temps de la disponibilité de l'application, OK, avant principalement l'apparition d'une panne ou bien d'une anomalie. OK, ben, le MTTR principalement, c'est le main time to repair. Il est le temps moyen de réparation. Même lorsqu'on a un problème, on a besoin de réduire le temps de réparation. OK, donc ce qu'on appelle le failover. On a le failover ou le fault tolerance. OK, donc il consiste principalement à rediriger les utilisateurs vers d'autres solutions. OK, afin de réduire le temps de l'indisponibilité. OK, ou le temps, il est bien sûr en laissant toujours le temps à l'administrateur pour régler la panne. OK, et bien ce qu'on appelle le failover. OK, c'est-à-dire la tolérance aux pannes. Donc, bien sûr, pour assurer la haute disponibilité, j'ai besoin d'augmenter, bien sûr, le main time to the fail. On a besoin d'augmenter le temps moyen de continuité de service avant l'apparition de n'importe quel type de panne. OK? Et on a besoin de réduire the MTBF, et the main time between failure. OK? Donc, le MTBF, c'est principalement la somme entre le main uptime et le main downtime. OK? Voilà, donc de façon générale, pour augmenter la disponibilité, toujours, on a besoin de réduire, on a augmenté le temps de la continuité de l'application avant l'apparition d'une panne, et bien sûr, on a besoin de réduire le temps de réparation ou bien le temps de l'indisponibilité. OK? Donc, réduire le temps de l'indisponibilité, c'est-à-dire réduire le downtime. OK? Alors, comment on va réduire le downtime? Principalement, on a 5 solutions. OK? Les 5 solutions. La première solution, c'est avoiding ce qu'on appelle le single point of failure. Okay? Donc, on a besoin d'éviter les maillons faibles, les points faibles au niveau d'une infrastructure, qui incluent le maillon faible ou la vulnérabilité ou la spoof. Okay? Donc, réellement, le spoof, c'est un composant, okay, qui peut causer l'arrêt de la communication, voilà, l'arrêt de toute l'infrastructure. Okay? Par exemple, il y a un maillon faible. Ici, on peut dire que c'est la source d'énergie électrique. Okay? Un maillon faible, c'est par exemple la source de connexion. Okay? Si principalement on a un problème au niveau du notre routeur voilà, le gateway interne, on va avoir un arrêt de toute l'infrastructure. L'infrastructure interne non connectée. Les services internes, les clients internes, on ne peut pas principalement envoyer des requêtes vers les serveurs. Okay? Voilà, donc principalement les données qui sont stockées au niveau d'une base. Okay? Quand il y a un problème au niveau de cette base, voilà, toutes les données internes ne sont pas disponibles. Okay? Donc, ça, il y a un problème au niveau du serveur web, le serveur, un problème hardware au niveau de ce serveur. Donc, toute l'infrastructure, elle est toujours indisponible. Donc, c'est quoi la solution? C'est ce qu'on appelle la duplication ou une redondance de ces équipements. OK? Voilà, on a besoin de dupliquer toujours les spoofs, okay? C'est-à-dire dupliquer les sources d'énergie électrique, dupliquer l'Internet connection, dupliquer les serveurs, ce qu'on appelle le clustering, okay? Et dupliquer toute l'infrastructure dans une autre zone géographiquement distante. Okay? Donc, ce qu'on appelle le disaster recovery, okay? C'est-à-dire je vais dupliquer toute l'infrastructure, mais dans une autre zone. Okay? Voilà. Donc,
pour assurer toujours la disponibilité des données. OK? Voilà, donc dupliquer les sources d'énergie électrique. Donc, on a un fournisseur qui est le STEC. Donc, on peut, en le cas, avoir d'autres sources. OK? Au niveau de l'entreprise, par exemple, les groupes. OK? On peut implémenter un groupe en interne. OK? C'est une backup, c'est-à-dire lorsqu'on a un problème au niveau du fournisseur principal STEC, voilà, on a d'autres sources d'énergie électrique. OK? Voilà, dupliquer les sources de connectivité. OK? Au lieu d'avoir seulement un routeur avec l'opérateur, donc ici, on va avoir on va dupliquer les liaisons. OK? Voilà, donc j'ai un autre routeur qui me permet réellement de se connecter à l'opérateur. Même de façon générale, les entreprises peuvent avoir deux types de connexions. Donc, il n'a jamais qu'on a un ADSL avec Topnet. Il peut avoir un WiMAX avec Orange, OK, pour réduire la probabilité principalement d'un problème, le problème de connectivité. C'est-à-dire même s'il s'agit bien d'un problème au niveau d'un fournisseur, OK, donc ça, un problème au niveau du Topnet, et là, j'ai une autre solution, j'ai une autre connectivité ou à la ligne spécialisée avec un autre opérateur. OK? Voilà, donc disaster recovery, comme j'ai bien dit, c'est le fait de dupliquer toute l'infrastructure dans une autre zone. Par exemple, à Spring Polo, voilà, tous les serveurs internes sont implémentés dans la salle système. Ou la salle système, malheureusement, elle est implémentée Office seul. OK? Après, principalement, une inondation, par exemple. OK? Donc, tous les services internes sont bien sûr indisponibles. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin d'avoir une autre infrastructure qui est implémentée, par exemple, okay? Une autre salle système avec les mêmes serveurs, avec les mêmes données, okay? Qui va prendre le relève par rapport principalement aux serveurs implémentés dans la zone Razel. Donc ici, ce qu'on appelle le disaster recovery, c'est-à-dire on va dupliquer toute l'infrastructure, tous les données, mais dans une autre zone géographiquement distante, okay? De façon générale, par exemple, entre les villes ou entre même les pays. Okay? Voilà, donc troisième solution est liée à ce qu'on appelle le clustering. Okay? Donc, le principe d'un cluster, c'est de regrouper plusieurs serveurs. Donc, on va regrouper plusieurs serveurs indépendants. Donc, principalement, comme ce sont des nœuds, okay? En un même serveur. Donc, l'objectif, est réellement un seul serveur fonctionnel. OK? En tant qu'utilisateur, en tant que client, je vois toujours un seul serveur. Par contre, derrière ce serveur, il y a plusieurs machines. OK? L'objectif, c'est quoi? C'est principalement assurer la disponibilité. Si on a un problème au niveau d'un nœud, on bascule vers un autre. Si on a un problème au niveau du premier serveur, on bascule vers un autre. OK? Voilà. Donc ici, c'est pour assurer la continuité et la disponibilité de toute l'infrastructure. Mais de façon générale, les clusters, c'est-à-dire lorsqu'on va implémenter plusieurs serveurs qui offrent le même type de service, donc réellement, on a deux types de clusters. OK? Donc, on a vu principalement le type master-slave. OK? Donc, on dit, j'ai deux machines. OK? Donc, la première machine, elle est fonctionnelle. Elle est là. Donc, elle est disponible. OK? Elle est en train de traiter les requêtes. OK? Ou le deuxième, Windows secondaire interne, c'est ce qu'on appelle ou slave. OK? C'est un nœud de secours principalement. OK? Donc ici, c'est pourquoi on implémente, donc on va le configurer, on va voir principalement les mêmes informations qui sont stockées au niveau du serveur primaire. Par contre, Rooney, c'est quoi la différence? C'est seulement la première machine, elle est en train de traiter les requêtes. OK? Voilà, donc on a un autre mécanisme qui s'appelle le mécanisme de Heartbeat, OK? Qui nous permet d'assurer la communication entre les deux machines ou bien les deux nœuds d'une autre cluster. OK? Donc, je nous vois le mécanisme de Heartbeat comme si ce sont des requêtes et CMP, OK? Échanger entre les deux et qui nous permet principalement de vérifier la connectivité. OK? Donc, bien sûr, dans le cas que la machine, par exemple B, elle ne va pas recevoir des messages à partir de la machine primaire, c'est-à-dire on a un problème au niveau de cette machine. OK? La machine secondaire, elle va prendre le relève, OK? Et elle va traiter les requêtes, OK? Jusqu'à principalement le rétablissement de service au niveau de machine primaire. OK? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va basculer principalement, elle va envoyer les requêtes vers la machine primaire de façon automatique. OK? Donc, c'est le premier type qui s'appelle le master slave.
OK? Et principalement, l'objectif, c'est réduire le downtime. OK? L'objectif MTO, c'est réduire le downtime. OK? Donc, un autre type de service, voilà, un autre type de cluster, et le cluster active-active. OK? Donc, les clusters active-active de façon générale, ici, on a les deux nœuds internes sont actifs et en même temps. OK? Sont actifs et sont en train de diviser la charge entre les deux. OK? Donc, ici, on a ce qu'on appelle une répartition de charge. OK? Bien sûr, si l'un des deux nœuds tombe en panne, le service est basculé de façon automatique vers le nœud restant. Okay, c'est-à-dire toujours, dans la défaillance au niveau d'un nœud, je bascule de façon automatique vers l'autre. OK? Voilà, donc ici, on discute principalement les répartitions des charges. Qu'est-ce que la répartition des charges? C'est-à-dire le cluster de type active-passive, il nous permet réellement de réduire le temps de réponse et pas le downtime. Okay, de façon dynamique, de façon automatique, elle est en train d'assurer la haute disponibilité, mais réellement, le premier objectif, c'est de réduire le temps de réponse. Okay, voilà, donc ici, pour réduire le temps de réponse, réellement, on utilise, euh, bien sûr, on a besoin d'utiliser un load balancer. Okay, pourquoi un load balancer? Puisqu'on va diviser réellement les requêtes entre plusieurs machines. Okay, de façon générale, dans les hardware, c'est les load balancers, on a deux types, donc hardware et software load balancer. Okay, donc principalement tout ce qui est hardware, il y a un boîtier réellement fermé. Donc ici, on n'a pas la main pour modifier comment on va faire la répartition, etc. Okay. Par contre, le software load balancer, on aura des fichiers de configuration et on peut principalement, en tant que des administrateurs, configurer les algorithmes utilisés, c'est-à-dire la façon avec laquelle on va faire la répartition des charges. OK? Voilà, donc ici, pour distribuer réellement la charge entre les nœuds, donc ici, notre load balancer, il utilise des algorithmes. OK? Donc, les algorithmes, c'est principalement la façon avec laquelle il va faire la distribution des charges. OK? Donc, par exemple, on commence avec le round robin. Le round robin, il nous permet de faire la distribution de la charge de façon équitable. OK? C'est-à-dire, ici, principalement, c'est très simple à mettre en place. OK? Pourquoi? Il est très rapide, puisque requête numéro 1 traitée par le premier serveur, requête numéro 2 traitée par le deuxième serveur. OK? Par contre, l'inconvénient, c'est quoi? L'inconvénient, c'est notre load balance, il ne tient pas compte principalement des facteurs extérieurs. C'est-à-dire des facteurs extérieurs, c'est-à-dire si les deux machines internes possèdent des capacités de calcul différentes. C'est-à-dire, j'ai une machine puissante et une machine faible. Si on va diviser la charge de façon équitable, bien sûr, on peut surcharger un serveur. Okay, si on a surchargé un serveur, donc les autres requêtes vont être toujours traitées par une seule machine. OK? Juste les disponibilités. À la principalement augmentation, à assurer la rapidité du traitement. OK? Voilà. Donc, un autre algorithme qui s'appelle le weighted round robin. OK? Donc, ici, on va rajouter des poids. Par exemple, j'ai deux machines qui possèdent des capacités de calcul différentes. Donc, j'ai la machine puissante, par exemple, 3/4. OK? Ou deux machines faibles, seulement 1/4. Mais toujours là, elle est en train de diviser la charge et il ne va pas avoir principalement, il va pas, il ne tient pas compte principalement de l'état de chaque machine. Okay, il ne peut pas voir réellement en temps réel la consommation des ressources. Okay. Pour cela, donc, on a créé réellement un autre algorithme qui s'appelle le list connection. Okay. Donc, list connection, principalement, c'est l'algorithme qui nous permet de prendre en charge, de connaître nombre de requêtes, le nombre de requêtes, bien sûr, traitées par chaque machine. Il peut prendre en considération les consommations de services, c'est-à-dire qu'on y a réellement un service de supervision qui est en train de collecter ces informations. Donc, il y a, par exemple, la première machine, elle a consommé seulement 20%, la deuxième machine, elle a consommé 80% des ressources. Donc, ici, on tient réellement compte des facteurs extérieurs, et on tient compte principalement du nombre de sessions traitées par machine. Voilà, donc il y a le list connection. OK? Voilà, donc autre solution qui nous permet de réduire le response time, OK? C'est le scale-in, ce qu'on appelle le scale-in, OK?
le scale in et le scale out. Okay, le scale in, elle nous permet d'augmenter les ressources, okay, les ressources physiques au niveau de la machine physique. C'est-à-dire, mon serveur, il prend beaucoup de temps, alors je vais augmenter la bande passante. Je vais augmenter la charge du processeur, je vais augmenter la charge de la mémoire, je vais changer le disque dur. Okay, donc, il y a le scale in, c'est-à-dire on va rajouter les ressources physiques au niveau de la machine. Okay, voilà. Le scale out, c'est-à-dire principalement, on va utiliser des ressources, bien sûr des ressources hardware, mais à partir d'autres machines. Okay, donc, le scale out, c'est-à-dire on va utiliser de la mémoire, on va utiliser du PROS, on va utiliser de charge du CPU, de support de stockage à partir d'autres machines, okay? Principalement en utilisant la virtualisation principalement. OK? C'est clair? Donc, le scale in, le scale out ou un cluster de type active-active, ce sont les solutions qui nous permettent principalement d'assurer la haute, qui nous permet d'assurer l'équilibrage de charge, c'est-à-dire nous permet de réduire le response time. OK? Donc, pour réduire le downtime, j'utilise principalement, d'abord, je dois dupliquer les solutions. Je dois utiliser des solutions de backup afin de dupliquer les données. J'utilise le disaster recovery, okay, qui me permet principalement d'assurer la continuité de service même en cas de catastrophes naturelles. Et finalement, le clustering, ce sont les deux types de clusters qui nous permettent principalement de réduire le downtime. OK? Voilà, même les load balancer, toujours j'utilise deux load balancers, OK? Puisque c'est un maillon faible, c'est un spoof. OK? Si on a un problème au niveau du front-end, alors on ne peut pas atteindre les backends des autres. OK? C'est pour cela que je dois dupliquer principalement les load balancers afin d'assurer toujours la haute disponibilité. OK? Alors, c'est clair? Est-ce que vous avez des questions concernant cette partie? C'est bon? Melek, Khalil, est-ce que vous êtes là? Oui, c'est bon. Très bien. Voilà. Donc, juste, on a une seule activité à faire. Voilà. Donc, juste pour vérifier les acquis d'apprentissage. Donc, l'activité, c'est 3 questions QCM qui portent principalement sur la haute disponibilité et l'équilibrage de charge. OK. Voilà. Alors, commençons par la première question. Alors, Khalil ou Malek, la première question. Donc, laquelle de ces solutions peut être utilisée pour assurer la disponibilité? À votre avis, c'est un cluster statique. Je demande un cluster statique, c'est-à-dire le basculement, il est fait de façon manuelle, ok, par l'administrateur. Un cluster dynamique en mode active-passive, un cluster dynamique en mode active-active. Ou bien toutes ces propositions sont possibles, à votre avis. Alors, quelles sont les solutions? Les propositions. Sont principalement possibles. Très bien. Quel que soit le cluster statique, elle a le cluster dynamique, quel que soit avec les deux modes active, voilà, active, passive, ce sont principalement là pour assurer, pour réduire le downtime, c'est-à-dire nous permet d'assurer la haute disponibilité. Si la question, laquelle de ces solutions peut être utilisée pour réduire le response time? C'est quoi la réponse? Et là, j'ai besoin seulement d'assurer l'équilibrage de charge, c'est-à-dire réduire le response time. Est-ce que toutes les solutions sont possibles? Elles nous permettent de réduire le response time. Un cluster statique. وقتها لازمني un cluster dynamique en mode active. OK, لازمني deux machines pour faire l'équilibrage de charge. على خاطر quel que soit le cluster statique ou le cluster dynamique en mode active passive, معناها principalement une machine active, l'autre passive. OK? Par contre, pour réduire le temps de réponse, l'objectif, c'est avoir deux machines actives en même temps. OK? C'est clair la différence entre les deux? Très bien. Passons à la deuxième question. Donc, lequel parmi les algorithmes de fonctionnement d'un load balancer est plus adapté si l'une d'un cluster n'ont pas réellement les mêmes capacités de calcul? Alors, round robin, weighted round robin, list connection, à votre avis?
Hmm. Si قلنا لي نتاعنا معناها j'ai deux machines différentes. OK, واحدة puissante, واحدة faible. OK, donc je vais implémenter un cluster de type active. Alors, est-ce que je peux implémenter le round robin? Le round robin, شنو باش يعمل? Qu'est-ce qu'il va faire le round robin? Hmm. Qu'est-ce qu'il va faire le round robin? Il nous permet de diviser la charge de façon équitable. Est-ce que c'est possible de diviser la charge de façon équitable entre deux machines qui possèdent des capacités différentes? Bien sûr que non. OK? Donc, هوني ما نستعملش الراوند روبين، ما نستعملش الويتد راوند روبين، نستعمل le list connection. علاش؟ على خاطر réellement, j'ai besoin de vérifier l'état, OK, de chaque machine, l'état de consommation des ressources par machine. OK? Voilà. Troisième question. Donc, la dernière question, c'est la répartition de charges permet de réduire le downtime, le response time, les deux, voilà, aucun des deux. Option 4 et des Z. Le Alors, response time, il nous permet réellement de réduire le response time. هكا ولي قلنا de façon automatique, il nous permet de réduire le temps de réponse. Mais احنا قلنا le clustering de façon générale, c'est une solution pour assurer la disponibilité. C'est une solution qui nous permet de réduire même le downtime. OK? Donc, oui, la réponse sera les deux. OK? Donc, un cluster de type active, il nous permet réellement de réduire le downtime et le response time. OK? Par contre, Kenji, le scale in et le scale out. Surtout le scale in. Le scale in, c'est-à-dire augmenter des ressources physiques à la machine. OK? Est-ce qu'il nous permet de réduire les deux à la fois? Il nous permet de réduire seulement le response time. OK? Donc, la répartition de charges, il nous permet réellement de réduire, quel que soit le response time et le downtime, ok? Surtout les clusters active. Okay? Par contre, le scale-in, donc, ici, il nous permet de réduire seulement le response time. Ok? Donc, FTP, principalement, on essaye d'implémenter un cluster de type active. L'objectif, c'est implémenter un cluster de type active. Donc, pour cela, on a besoin d'implémenter 3 machines virtuelles. Okay? Donc, le seul TP, ici, on a besoin d'avoir 3 machines virtuelles, okay? 2 back-end, 1 front-end. Okay? Je vais vous montrer seulement le fonctionnement. Donc, dans le web 1, principalement, j'ai besoin, oui, je n'ai pas plutôt, if config. Voilà, donc en attendant réellement le... Voilà, donc au niveau de la première machine, voilà, donc on dit un seul serveur fonctionnel, donc on dit un seul serveur, comme j'ai bien dit. Close, voilà. Et bien web 1 et des web 2, c'est-à-dire on dit 2 backends, ok. Voilà, واحدة w1 esprit.com, واحدة w2 esprit.com. Donc, واحدة, juste j'ai changé, j'ai modifié au niveau d'index.html. Donc, واحدة باش تقول لي welcome from esprit 1, l'autre باش تقول لي welcome from esprit 2. Juste en attendant, ça calme d'autres machines virtuelles. Voilà. Donc, au niveau de la troisième machine, j'ai besoin d'implémenter le HA proxy. OK? Donc, voilà la configuration nécessaire au niveau du HA proxy. Donc, oui, j'ai besoin de définir les deux backends internes à la fin de fichier. Donc, je note les adresses IP de deux front, de deux backends. Donc, le backend lower, il est 3W1, ça met au N, et il utilise l'adresse 192.168.10.100. OK? Donc, voilà, elle est le Web 1. Donc, on a besoin juste de vérifier la configuration IP. OK, donc j'ai besoin de changer la configuration. Et voilà. OK, donc on a besoin de vérifier que cette machine est bien fonctionnelle. Voilà, donc welcome to esprit1.com. OK, donc deuxième machine, elle utilise l'adresse 192.168.10.101. OK, voilà, نمشي للثانية. Voilà, donc j'ai besoin de modifier l'adresse IP. Et voilà. OK, donc now notre. Et voilà, mon site il est bien fonctionnel. OK, donc oui, j'ai configuré deux sites web simples.
Ok, le premier, il est hébergé sur la première machine. Deuxième, il est hébergé sur la deuxième machine. Finalement, sur la troisième machine virtuelle, j'ai mon HAProxy. Donc ici, est-ce qu'on a besoin d'avoir un site serveur web au niveau de cette machine? ما حاجتش بسيرفر ويب هوني عندي الفرونت اند اللي هو لو لود بالانسر où il va diviser la charge de façon équitable. خاطر هوني j'utilise le round robin algorithme. Ok, voilà, vous pouvez voir le round robin comme algorithme. Ok, voilà. Donc, on a besoin de redémarrer le HAProxy. Voilà, il est bien fonctionnel. Donc, هوني باش نحط www.esprit.com. Et là, je vais utiliser l'adresse IP directement de cette machine. Elle utilise l'adresse 168.10.10. Ok, les étapes de configuration sont bien listées au niveau de votre support de TP. Donc, première requête, elle est traitée par la première machine. Ok, deuxième requête, normalement, elle va être traitée par qui? Par la deuxième machine. Ok, donc juste en attendant, je vais vous le problème. Donc, dis-moi comme essayer d'arrêter le EP tables. Et voilà, voilà. Donc, esprit 1, normalement, on bascule entre les deux. Juste. Backend server has not server available. Donc, normal reload. Donc, il est à 100. Ah, voilà. Donc, service epitables stop. Voilà. Donc, voilà. Je nomme ping de 192, 168.10.10. Je vais vérifier la connectivité vers la machine HAProxy. Ah, voilà, donc juste le problème, c'est au niveau de cette machine. If config. Donc, le problème, c'est au niveau de cette machine. Voilà, j'ai besoin de fixer l'adresse IP à une adresse qui est, bien sûr, au niveau, voilà, au niveau de cette plage d'adresse. OK, donc on va redémarrer le HAProxy maintenant. Et voilà, normalement, il est bien fonctionnel maintenant. OK, voilà la première route qui est traitée par par le premier serveur. Deuxième requête, elle est traitée par la deuxième. C'est clair? Voilà. Donc, wahda 1, wahda 2, wahda 1, wahda 2. OK? Par exemple, je vais essayer d'arrêter la deuxième machine. Je vais mettre service HTTPD stop. Donc, waqta, toutes les requêtes vont être traitées par qui? Par la première machine. OK? Donc, je vais le web 2. OK? Je vais le web 1. OK? Voilà. Si on va arrêter même à la première machine, je vais ici. HTTPD stop. OK? Donc ici, on va essayer d'atteindre notre backend. Et voilà. Donc la réponse est toujours 500. Pourquoi? Puisque les deux backends ne sont pas disponibles. OK? Voilà. Donc, no server is available to handle the request. OK? Donc, رجعهم طلعهم start. رجع الويب دو قبل. Voilà. Donc, voilà. Ici, on va basculer sur seulement la deuxième machine. Donc, رجع ال1. وقتها باش يولي يعمل لي principalement l'équilibrage de charge. OK? Voilà, cette requête elle est traitée par la deuxième machine. La prochaine, elle va être traitée par la première machine. OK? C'est clair? Voilà comment on va tester principalement qu'une autre cluster active. Active, elle est bien implémentée en utilisant load balancer qui s'appelle HAProxy. Donc ici, on a utilisé le HAProxy afin d'assurer la haute disponibilité d'une autre serveur web. OK? De façon générale, en tant que client, on ne peut pas réellement remarquer la présence d'un cluster, sauf que on a changé au niveau des fichiers index juste pour voir la différence, pour voir que principalement notre HAProxy il est bien configuré, il est en train d'équilibrer la charge de façon équitable. OK? C'est
C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? C'est bon, Khalil? C'est bon, Malek? Oui, madame. Très bien. Voilà, donc je vous remercie bien sûr. Merci pour votre attention. Sinon, est-ce que vous avez des questions concernant, par exemple, d'autres TP ou bien les séances, les objectifs qu'on a vus au niveau des séances précédentes? Des questions? Oui, madame. En Oui, fait, Malek. التي جست اللي صلحته من الأول. أول حاجة نسألوا لها HTTPD Ah, كيما موجود le service, ah, le service web. مش حاجة Oui. نقدر نعملوها. C'est quoi le problème, Malek? Tu n'as pas réussi la configuration du serveur? أول حاجة يطلع لي erreur. Ah, voilà. Donc, Ahna Malek, de façon générale, on a fait une mise à jour par rapport le repo. C'est-à-dire, on a un problème au niveau de l'installation de HTTPD. Hakawale. Voilà. Donc, au niveau de la première séance, Femme a préparé votre environnement de travail. OK? Donc, ici, on a, puisque le CentOS 6, elle est non plus disponible sur CentOS, sur le site officiel de CentOS. Donc, عملنا réellement تلقاها في الséance numéro 1. Juste un présentation. Voilà. Ah, voilà. Donc, vérifiez votre environnement de travail. Donc ici, voilà, donc ici, on a besoin de faire une mise à jour par rapport au repo. OK? Donc juste, تعمل gedit /etc /yum.repo.d.centosbase. OK? لقيتوا الفيشي هذايا. Ah ouais. D'accord. Voilà. Essayez de changer, معناها تفسخ الكونتينيو اللي فيه واعمل copier-coller par rapport à la configuration اللي محطوطة في الكلاس روم. OK? Donc تعمل copier, coller, mais sans OS base هذايا. OK. حطيك شي ل 3. OK. حطيك شي لهوني. Le groupe key. OK. Voilà. Puis tu peux exécuter la commande je m'installe. OK, Malek. Donc, c'est principalement D'accord. pour toutes les solutions. Alors, pour exécuter la commande je m'installe, on a besoin toujours de modifier le repo interne. OK. Voilà, on va changer معناها les sites. faut نمشيو ل CentOS directement, نمشيو للميرور ليست نتاع CentOS. OK? Les volts. Désolé, les volts, principalement, les données sont archivées au niveau du volt.CentOS. C'est clair? Oui, madame, merci beaucoup. Très bien. Essayez juste de changer le repo. Sinon, donc, pour la note de contrôle continu, c'est toujours, comme j'ai bien dit, c'est la note de la validation des TP. OK? Voilà, donc essayez d'envoyer les comptes rendus comme sur la classe interne. OK? Et pour l'examen, donc ça sera un examen écrit, QCM, OK? Qui porte, quel que soit sur la partie, finalement, les acquis d'apprentissage vus au niveau de la partie théorique et vus au niveau de la partie pratique. OK? Donc, je vais publier un examen blanc, OK, sur les classes médias. Si vous avez bien sûr des questions, bien sûr, si vous avez rencontré des problèmes concernant l'installation, la configuration ou bien le test, vous pouvez soit de laisser des commentaires sur votre classroom, sinon vous pouvez envoyer des emails. OK? Voilà, donc est-ce que vous avez Oui, d'autres madame. questions? Très bien, merci. Voilà, merci à vous. Et bonne journée. Voilà, donc on t'a la fille, merci. Salut, hein. Merci beaucoup. Au revoir.